sommes à présent en plateau avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Alors vous venez de publier votre vision des marchés qui s'appelle la marginalisation du risque politique, et plusieurs choses en ressortent justement, et vous nous dites tout d'abord que le risque politique est en passe d'être marginalisé. Oui, alors en fait c'est un petit peu polémique comme manière de présenter les choses, mais ce dont on peut s'apercevoir, c'est que un mois de mai comme celui qu'on a connu donc le mois dernier, avec autant de nouvelles, donc un Brexit qui ne se fait pas, des tweets de Donald Trump très vindicatifs sur les taxes, à une autre époque on pense qu'on aurait perdu facilement 20%. Là il se trouve que les marchés ont véritablement reculé, mais seulement de 7%, avec un rebond au mois de juin, un effet soulagement, et on pense effectivement que le risque politique, s'il était vraiment prégnant tout au long de la décennie, depuis 2011 avec la crise des dettes européennes, la mésentente européenne sur la Grèce et donc le Brexit et l'élection de Donald Trump, on s'aperçoit finalement que les marchés sont assez matures. C'est surtout les marchés de devises qui gèrent l'équilibre, et les marchés actions réagissent, mais de moins en moins, à des risques politiques qui sont finalement une donnée, et donc on sait que Donald Trump va ménager la chèvre et le chou pour finalement faire tourner en bourrique les dirigeants de la planète avec simplement 280 caractères, et finalement c'est une sorte d'accoutumance, et c'est moins un effet très volatile sur les marchés. Voilà pourquoi on a appelé ça la marginalisation du risque politique. Et alors vous y voyez en fait une sorte d'accoutumance, parce que si on revient sur ce qui s'est passé en mai, ou en tout cas sur des grands événements qui ont beaucoup défrayé la chronique, effectivement la démission de Theresa May, il y a cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, où on pensait que ça allait, tout le monde s'attendait en fait à ce que ça se finisse bien, et puis patatras, en fait Donald Trump lance 2 ou 3 tweets, et on se rend compte que finalement ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que prévu. On s'attend à ce que c'est un impact sur les marchés, ça en a un, mais beaucoup moindre par rapport à ce qu'on aurait pu s'attendre. Et en fait ce que vous nous dites, c'est que finalement on est habitué, on regarde ça de loin et on attend de voir ce qui va se passer. Voilà, mais en fait le vrai sujet, c'est plus l'impact que peut avoir Donald Trump sur l'économie. Et donc on se souvient que le dernier trimestre 2018 était vraiment compliqué, où on avait des marchés qui chutaient comme des pierres, alors qu'on ne voyait pas de chiffres de récession aux États-Unis ou même en Europe, hormis vraiment l'Italie et le ralentissement très marqué en Allemagne, mais on n'avait pas de chiffres de récession alors que le marché semblait le jouer. Là, alors peut-être que parce qu'on a appris de nos erreurs, on a un vif rebond. Finalement, le mois de mai arrive, on n'a pas de conclusion à cette guerre commerciale, et finalement on baisse, mais on perd un tiers du rebond, ce qui est vraiment pas c'est pas dramatique en soi, alors si on regarde factuellement les choses, on a quand même des Anglais qui n'arrivent pas à sortir de l'Union européenne. On nous a dit que ça pouvait provoquer jusqu'à 8% d'impact de croissance au Royaume-Uni, et finalement on a la livre sterling qui baisse par rapport à l'euro tranquillement, qui revient sur ses plus bas, mais les marchés actions qui sont pas vraiment subissent pas vraiment l'impact. On a Donald Trump, on avait des espoirs de résolution, on n'en a pas, on a même rajout de taxes, et pourtant finalement les marchés, la Chine, un peu vers le Mexique aussi, voilà, de temps en temps, pourquoi pas vers l'Europe aussi quand on a un peu de temps. Voilà, et on dirait que le dessin de Donald Trump alors là pour le coup se dessine vraiment, et que les marchés comprennent bien que le vrai impact, le vrai sujet, c'est l'impact sur l'économie, bien plus qu'une volatilité accrue sur les marchés financiers. Alors on va parler de Donald Trump dans un instant. Juste avant, du coup, si je comprends bien, il n'y a pas de corrélation aujourd'hui entre politique extérieure et marché, ou en tout cas pas vraiment marquée. Alors, il y a une corrélation, en revanche l'impact est bien plus faible que précédemment. Donc il y a une petite corrélation. Non, il y a une corrélation, mais l'impact n'a rien à voir avec ce qu'on avait connu en 2016, 2011. Un mot, il y a eu des élections européennes, on s'attendait à une poussée des partis extrémistes. Du coup, pareil, il n'y a pas eu un impact majeur sur les marchés après ces élections européennes. Rien du tout, rien du tout. Enfin là, vraiment, c'est un non-événement. En fait, on s'est aperçu que c'était surtout une poussée verte qui avait eu lieu, et bien plus qu'une poussée brune. Et
on a un Parlement qui est moins gouvernable que précédemment. On va voir le jeu des alliances, mais en tout cas le bloc, on va dire, on peut appeler caricaturalement progressiste, tient bon la barre. Alors, si on revient sur Donald Trump, c'est vrai qu'on commente souvent ses tweets ou ses différentes déclarations, on a l'impression que ça va un peu dans tous les sens. Et quand on lit votre vision des marchés, en fait, ce que vous nous dites, c'est que potentiellement, ça pourrait être une stratégie pour ralentir un petit peu la croissance mondiale et ce qui arriverait parfaitement au bon moment pour Donald Trump pour se faire réélire en fait. Alors en tout cas, c'est une hypothèse qui était elle aussi marginale il y a quelques mois et on peut se demander si c'est pas le grand dessein de Donald Trump de viser sa réélection par l'économie. C'est vrai qu'on voit des chiffres de croissance qui ralentissent. Les États-Unis ont annoncé des chiffres de création d'emplois qui étaient vraiment en demi-teinte au mois de mai. On a une banque centrale qui est plus ou moins forcée. Alors on ne sait pas très bien si c'est vraiment l'économie qui se dégrade ou alors le discours politique qui fait que l'économie se dégrade. Mais en tout cas, on n'a plus de normalisation à la hausse des taux d'intérêt. On parle même, quand on regarde les marchés, on a quand même 3 baisses de taux anticipées cette année. Donc on a une Fed qui est, on va dire, forcée à être vraiment accommodante. On a, alors les Européens, nous, on a complètement rendu les armes puisque on devait normaliser là en juillet et puis finalement on prend un an. On attend que ça aille mieux. Voilà. Donc, un bout de temps quand même. Donc on a un ralentissement qui est organisé par finalement la politique de protectionnisme américain et on a des banques centrales qui sont forcées d'être accommodantes, donc de booster l'économie pour contrer en fait un ralentissement économique. On voit que finalement la locomotive du monde, c'est vraiment les États-Unis d'un point de vue croissance, puisqu'ils font vraiment le beau jeu et finalement on a des chiffres en demi-teinte mais à un niveau de chômage qui est extrêmement bas et on peut se demander si finalement le vrai compte à rebours n'a pas commencé pour la réélection de Donald Trump, d'autant plus qu'il est censé annoncer sa candidature le 18 juin. Mais alors qu'est-ce qu'il aurait à y gagner du coup de ce ralentissement économique? Ça veut dire qu'il plongerait les États-Unis en fait dans une situation qui serait similaire à il y a quelques années, simplement en fait ce serait un peu mieux que le reste du monde? Alors ça serait surtout une récession extrêmement faible, alors là qu'on pourrait vraiment qualifier de technique. C'est-à-dire qu'on a des banquiers centraux qui n'ont pas des taux d'intérêt à 5%, donc on n'est pas du tout dans une situation où on a classique, où on a finalement une inflation qui recommence à être de plus en plus forte, des banquiers centraux qui sont obligés de remonter leurs taux pour freiner l'économie. Là justement pas, on a une économie qui est en rythme de croisière sur 2,5-3%, moins en Europe. Le monde finalement est plutôt sous les 4%, entre 3 et 4% dépendant de l'ambiance sur les marchés. Donc on a finalement quelque chose qui va être extrêmement mou, un ralentissement qui pourrait donner une récession qu'on ne connaîtra qu'à posteriori comme d'habitude en fonction des chiffres, mais en aucun cas on aurait un choc comme 2008 ou même un choc comme 2001 qui était un choc action, alors que 2008 était vraiment un choc sans précédent avec un choc de dette. Là on aurait vraiment quelque chose de commercial avec une marge de manœuvre pour Donald Trump pour dire bon bah finalement vous voyez, moi je fais la pluie et le beau temps, signons des accords et ça va aller mieux, et on aurait un redémarrage de l'économie. Mais le chômage étant tellement bas aux États-Unis, et si on pense que c'est une récession technique, on n'aura absolument pas d'explosion de chômage. D'autant plus que cette politique de rapatriement du cash, donc c'est vraiment un grand plan entre quand on regarde la réforme fiscale aux États-Unis, ça a permis de rapatrier tout le cash en dehors des États-Unis et d'avoir un effet multiplicateur sur l'économie qui est vraiment très fort en baissant drastiquement les impôts des entreprises. Vraiment, on a quelque chose de contre-récessif, donc une récession qui serait technique, mais finalement sans grand mal pour l'économie américaine qui pourrait repartir avec des accords commerciaux. Donc... Et alors en un mot, avant de parler de la stratégie de Myriam et des marchés actions, vous nous dites également que avec le quantitative easing des banquiers centraux, le pouvoir est passé des créditeurs aux débiteurs en ce qui concerne la dette américaine. Oui, puisque l'idée c'était de se dire la Chine peut contrer les États-Unis en vendant massivement les emprunts d'État qu'elle détient. Mais c'est
c'est vrai qu'à l'heure du quantitative easing ou de l'assouplissement quantitatif, en français, vraiment les banquiers centraux peuvent racheter les dettes. Bien sûr, voilà, oui. tout est ouvert. Donc racheter 1000 milliards de dettes pour la Réserve fédérale américaine serait-il un enjeu? Je suis pas vraiment convaincu. Si on parle maintenant des marchés actions, du coup, ça a un petit peu baissé, mais pas autant que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Ça crée de nouvelles opportunités aujourd'hui? Oui, très honnêtement, c'est vrai qu'on voit qu'on a des puts un peu partout sur le marché, puisque dès qu'il y a trop de volatilité, les banquiers centraux nous expliquent qu'ils seront là, en gros, on est vraiment en récession, en répression financière. Donc, il y a une prime à l'investissement action et tout recule. Et finalement salutaire pour rentrer dans le marché. Et c'est ce qu'on a vu, le rebond est finalement assez vif. On a fait je pense entre la moitié et 75% du chemin après mai. Donc on est revenu à des niveaux sur 5004 sur le CAC, 3400 sur l'Eurostoxx, donc on est vraiment pas loin des plus hauts. Donc on a bien vu que le rebond il suffit d'un petit espoir de soulagement pour on attend les bonnes nouvelles finalement pour remonter. Et alors rapidement en fait votre scénario de marché du coup Pierre Bismuth dans ce contexte? Alors quand on regarde en fait la courbe des taux d'intérêt, on voit que le marché obligataire joue une récession puisque le 3 mois 10 ans est complètement inversé aux États-Unis. Alors on peut se dire que c'est technique, pas technique, bon peu importe. En tout cas, à partir du moment où la courbe est inversée et se prolonge, c'est ça qui va être très important. Si on arrive à faire si on voit que ça dure un trimestre, là on pourra dire que la récession est en marche. Donc dans ce contexte, on pense que avoir toujours des actifs risqués, mais plutôt sur la partie action, de manière contre-intuitive. Sur la partie obligataire, on pense que finalement avoir de la duration, donc des emprunts d'État, maturité longue, est finalement assez protecteur et nous permet de rejouer la décorrélation entre les marchés obligataires et les marchés actions. Merci beaucoup Pierre Bismuth. Je rappelle donc que votre vision des marchés s'appelle La marginalisation du risque politique. Où est-ce qu'on peut la retrouver si on veut la lire en détail? Sur le site de Myria AM. Sur le site de Myria AM. Merci beaucoup Pierre Bismuth et je rappelle que vous êtes le directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.